Lunaris rassemble des enregistrements de métadonnées de plusieurs sources et les rend tous interrogeables au même endroit. Un fichier de métadonnées contient des renseignements descriptifs à propos d'un jeu de données et l'accompagne lorsqu'il est versé dans un dépôt. Nous, on ne collecte pas de jeux de données complets, sauf pour certains fichiers géospatiaux. Et puis, de plus, l'interface de Lunaris est bilingue et les recherches textuelles et géographiques peuvent être combinées pour découvrir des jeux de données pertinents. On s'efforce à indexer tous les types de données de recherche canadiennes disponibles. En général, on récolte les métadonnées provenant du dépôt institutionnel universitaire, comme par exemple Borealis, de plusieurs types de dépôts gouvernementaux, fédéraux, provinciaux et locaux, et des dépôts propres à des domaines particuliers. Et puis, plusieurs d'entre vous connaissez déjà le dépôt DFDR, notre service affilié du GDR à l'Alliance. Et puis, on va en parler plus tard. Nous récoltons aussi des métadonnées provenant des dépôts nationaux, notamment le dépôt fédéré. Donc, on va en parler. Donc, cette diapositive contient une représentation visuelle du logiciel Lunaris. Lunaris récolte des métadonnées provenant de plusieurs sources de données qui les partagent dans un format que nous sommes à l'aise de manipuler. Les ovales jaunes dans le diagramme représentent les types de plateformes de dépôt desquelles nous pouvons collecter les métadonnées. L'outil de moissonnage de données visite chaque source et puis elle extrait les renseignements relatifs à leur jeu de données. Nous cartographions ensuite les métadonnées enregistrées dans le schéma de la base de données de Lunaris. C'est fait par une série de correspondances de métadonnées. Et les métadonnées récoltées sont ensuite rendues disponibles grâce au service suivant, donc l'application web de Lunaris qui permet la recherche textuelle et géographique. J'en parlerai un peu plus tard. Il y a aussi le fil du système OAIPMH. Donc ça, c'est le Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Qui peut être utilisé, ce système-là, il peut être utilisé par d'autres applications. C'est un système qui aide à soutenir l'interopérabilité des dépôts en exposant les métadonnées de manière structurée. Ceci comprend aussi le ProQuest Central Discovery Index, qui expose les métadonnées de Lunaris au système de recherche de plusieurs bibliothèques d'institutions. Donc, voici d'autres renseignements au sujet des correspondances de métadonnées. Il s'agit d'un processus par lequel les métadonnées d'une source de données sont converties en un format que Lunaris peut utiliser. Et sachez qu'il existe plusieurs métadonnées que Lunaris ne peut pas utiliser et qu'elles seront écartées. La source de données renverra cependant toujours. Le schéma de métadonnées de Lunaris contient un ensemble d'éléments génériques de base, probablement utilisés par plusieurs dépôts. Les éléments de métadonnées plus pointus, comme ceux servant à décrire un type de données précis ou des données propres à un domaine particulier, pourraient être écartés par Lunaris, mais elles seront toujours indiquées dans la source des données. Lunaris utilise son propre schéma personnalisé pour représenter les enregistrements de métadonnées que nous collectons. Les utilisateurs peuvent donc rechercher des jeux de données en remplissant n'importe lequel de ces champs. Donc, quelques champs qui sont écrits sur la diapo. Le schéma est principalement basé sur les éléments du Dublin Core, en plus de certains provenant du schéma DataSite. Ce schéma de métadonnées est en cours d'évaluation et nous tentons toujours d'améliorer le processus de collecte des métadonnées. Ensuite, lorsque l'outil de moissonnage évalue un jeu de données, il tente de trouver des données géospatiales qui peuvent être utilisées comme une zone de délimitation décrivant la localisation des données.
Donc, question, y a-t-il des fichiers géospatiaux dans le jeu de données? Y a-t-il des coordonnées décrivant la localisation des données? Y a-t-il un nom de lieu qui puisse être recherché, par exemple Ottawa, Ontario? Si c'est possible d'obtenir une zone de délimitation, le jeu de données va apparaître dans la recherche cartographique de Lunaris. Nous ferons une courte présentation de l'interface de Lunaris, y compris la recherche textuelle et géo. Et puis ceci, on voit la diapo, la page d'écran, la page d'accueil de Lunaris. Et voici l'interface de la recherche textuelle et géographique intégrée. Donc, dans cet exemple, on recherche les jeux de données en lien avec l'environnement qui se situe dans la région affichée sur la carte. Donc, c'est la région nord-ouest de Calgary. On peut déplacer la carte à droite de l'écran au moyen de la souris pour délimiter une zone recherchée. Tous les jeux de données dont la zone de délimitation est comprise dans la fenêtre et qui respectent les paramètres de la recherche textuelle peuvent apparaître à deux endroits. Un, sous forme d'une punaise sur la carte, et deux, dans la liste des jeux de données dans la colonne du milieu. Et voici l'interface de recherche avancée qui permet aux utilisateurs de filtrer leurs résultats avec des champs de métadonnées précis. Dans cet exemple, on a filtré les recherches précédentes par la date de publication pour limiter les résultats aux jeux de données publiés avant 2020. Presque tous les champs de recherche du schéma de métadonnées de Lunaris peuvent être utilisés pour la recherche avancée. Et puis ensuite, voici la page d'un fichier de données, de jeu de données à laquelle l'utilisateur accède en cliquant sur un jeu de données dans le résultat de recherche. Après avoir trouvé un jeu de données qui vous intéresse, cette page vous permet de consulter davantage des métadonnées que nous avons récoltées. Cette page comprend aussi un lien vers la source du jeu de données et un bouton qui permet de produire une citation pour ce jeu. Encore une fois, sachez que que nous fournissons pas un accès direct au jeu de données et qu'il vous faut passer par la source pour y accéder. Donc, si les données géospatiales sont associées à un jeu de données, c'est la page Lunaris qui affichera un aperçu de celle-ci. On peut y retrouver une zone, des points ou des polygones de localisation. Alors, quels sont les avantages de Lunaris? Il s'agit d'un outil spécialisé qui rassemble les données de recherche canadiennes et les rend repérables. Il décloisonne l'accès aux données. Donc, par exemple, les utilisateurs ne connaissent pas toujours toutes les sources de données canadiennes qui pourraient leur intéresser, mais Lunaris leur permet de les découvrir plus facilement. Lunaris est conçu pour être un complément pratique aux sources de données. Lunaris facilite l'accès, par exemple, aux dépôts et redirige les utilisateurs vers les dépôts sources qui contiennent les métadonnées plus détaillées afin de leur permettre d'accéder aux fichiers des jeux de données. Lunaris établit aussi une interopérabilité entre les plateformes de recherche canadiennes et internationales. Donc, que faisons-nous pour améliorer le service Lunaris? Présentement, nous travaillons à l'amélioration de l'expérience d'utilisateur. On connaît ça en anglais comme UX. Puis ceci se fait en récoltant et en appliquant les commentaires des utilisateurs. Nous avons débuté le développement d'un plan pour harmoniser Lunaris avec les principes de souveraineté de données autochtones. Nous revisons les schémas de métadonnées de Lunaris afin de permettre une meilleure expérience de recherche. Et nous tentons de développer des moyens de traiter les collections de données disciplinaires spécialisées comportant les métadonnées uniques. Et puis, on se prépare pour lancer un groupe de discussion pour interagir avec les utilisateurs aussi. Ensuite,
Cette liste est maintenant trop longue pour la lire en entier, mais merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'UNARIS. Donc, merci pour votre écoute. Je veux juste remarquer que on a une personne qui est en charge du service Lunaris. Il s'appelle Tristan Kuhn. Et puis, c'est la personne source. Donc, si vous avez des questions, je peux vous faire... en fait, ce courriel-là va le rejoindre, Tristan Kuhn. Et puis, ça me fait plaisir de parler pour lui aujourd'hui, puisqu'il présente présentement dans la salle en anglais. Donc, j'aimerais entamer tout de suite avec la présentation du dépôt fédéré. Donc, c'est un service que je connais bien. Je suis une des curatrices de données. On est 3 personnes dans notre équipe qui font la curation des données pour l'Alliance. Donc, un petit aperçu de nos sujets, la thématique de la présentation. Donc, le dépôt fédéré de données de recherche est une plateforme de publication bilingue qui permet de partager et de préserver des données canadiennes. Notre service a été lancé en février 2021 pour l'ensemble pour l'ensemble des chercheurs et chercheuses, des bibliothécaires, etc., et provenant des établissements postsecondaires canadiens admissibles au financement fédéral des 3 organismes. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un compte pour faire des recherches ou télécharger des données dans le DFDR. Par contre, il faut se créer un compte pour pouvoir déposer des données. Et je vais en parler dans un instant. Les déposantes et déposants sont admissibles à une allocation par défaut de 1 tétrabyte pour déposer les données jusqu'à un maximum de 10 tétrabytes de stockage supplémentaire. Et puis, mais on doit remarquer que les demandes qui dépassent le 10, on peut des fois accorder des exceptions pour plus d'espace de stockage si c'est voulu. Pourquoi utiliser le DFDR? On a quelques raisons. Il y en a plusieurs. Nous sommes premièrement un dépôt entièrement bilingue, structuré, conçu pour prendre en charge des jeux de données moyens, soit moyens et grands, et accessible à l'ensemble des chercheurs et chercheuses canadiens de toutes les disciplines. Le DFDR est également en production avec 2 grands sites d'hébergement, Cedar à l'Université Simon Fraser et Graham à l'Université de Waterloo. Les données sont reproduites sur disque et bande aux 2 endroits. Le DFDR permet aussi de collaborer avec des collègues pour les soumissions et s'imposer des embargos temporaires sur les enregistrements de données, les dépôts de données et les métadonnées. De plus, on vient de proposer un nouveau flux de travail, l'option de partage privé à des fins d'évaluation par les pairs permet le partage des données avant leur publication avec des rédactrices et rédacteurs ou les évaluatrices et évaluateurs. Donc, ce service-là, il est en cours, il est accessible et disponible pour quelqu'un, un déposant qui le veut. La synchronisation avec ORCID permet l'option de transférer un record de vos dépôts publiés sur votre profil ORCID. Et puis, juste à noter dans la table à la droite, les statistiques de service, c'est quand même intéressant. On a présentement 446 jeux de données déposés depuis qu'on a commencé le service, donc depuis 2021. Donc ensuite, la collection générale du DFDR est le dépôt principal par défaut. Elle est disponible pour tous les déposants avec des comptes approuvés. Nous hébergeons des collections spécialisées de divers laboratoires d'établissement et des groupes de recherche au Canada aussi. Nos collections ne sont peut-être pas nombreuses, mais elles sont grandement diversifiées. On voit aussi un énorme potentiel d'expansion dans le futur. Donc, voici quelques exemples de collections que je vais vous en parler. Par exemple, la collection Super Darn du DFDR,
comprend des données brutes d'un réseau mondial de radars scientifiques qui surveille les conditions environnementales dans l'espace proche de la Terre depuis 1993. Il y a aussi la collection du laboratoire Jacksmin, qui comprend pour sa part des données recueillies sur une vingtaine d'années par Henry Jacksmin, PhD, et ses collègues de l'Université McMaster. Voyant l'importance de l'accessibilité des données pour la recherche, ce chercheur a collaboré avec la DFDR au printemps et à l'été 2021 pour pouvoir publier les résultats de recherche de son laboratoire avec nous. On héberge aussi des collections de laboratoires dirigées par des chercheurs et des chercheuses comme celui de Brain Circuits de l'Université de la Colombie-Britannique. Ces collections permettent au corps professorel de stocker et de récupérer les données de membres de leur laboratoire dans un emplacement central. Nous discutons activement présentement pour améliorer les caractéristiques de la collection, notamment la possibilité d'élargir notre système général de métadonnées pour les collections spécialisées et d'améliorer les indicateurs pour les collections, pardon. Donc, pour déposer les données dans le DFDR, il faut avoir un compte. Le DFDR utilise Globus pour les transferts de données et pour gérer les autorisations. Et puis, la création d'un compte DFDR configurera également votre compte Globus si vous n'en avez pas. Pour créer votre compte ou pour vous connecter à un compte existant, vous devez vous rendre sur la page d'accueil et cliquer sur « Se connecter » ou sinon une section qui s'appelle « Déposer des données ». Ensuite, il faut choisir votre établissement ou Calcul Canada dans le menu déroulant et ensuite se connecter avec soit l'ORCID, votre identifiant ORCID si votre établissement ne figure pas sur la liste. Autrement, il est possible de vous connecter à Globus avec votre adresse courriel d'établissement, puis retourner sur le site du DFDR pour vous connecter. Lors de votre première connexion, vous devrez fournir des renseignements sur votre compte, ce qui nous permettra de vérifier votre admissibilité au dépôt. Lorsque votre compte est créé, utilisez le même identifiant à chaque connexion. Donc, c'est à remarquer. Et puis, je dois noter que quand on fait la demande d'un compte, c'est assez vite là, pour se faire approuver. Donc, pas besoin de s'inquiéter pour ça. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'est pour quelle raison je vais faire un survol rapide du dépôt de données. Donc, pour faire un nouveau dépôt, on va cliquer sur « Initier une nouvelle soumission » et ensuite, choisissez votre groupe de stockage. La plupart des déposantes et déposants vont utiliser la collection générale. Vous pouvez ajouter les collaboratrices et collaborateurs à votre dépôt. Toutefois, elles et ils doivent avoir aussi un compte dans le DFDR. Les métadonnées sont vitales pour la recherche, comme plusieurs de vous le savez, et notre formulaire de soumission est divisé en sections, des métadonnées requises, recommandées et les informations géographiques. Les métadonnées requises comprennent des champs comme le titre, la description, l'auteur, les mots-clés, la licence, etc. Nous recommandons aussi d'ajouter des informations supplémentaires sur les bailleurs de fonds et les liens vers les articles, des codes ou d'autres résultats de recherche connexes. Les métadonnées géographiques sont aussi optionnelles, mais ils vont faciliter la localisation de vos données sur la carte de recherche sur Lunaris. Après avoir ajouté vos métadonnées, vous pouvez ensuite téléverser votre fichier de données dans le navigateur web ou sinon faire le transfert des fichiers sur Globus directement. Les deux sont très user-friendly, comme on dit, très faciles à utiliser. Lors du téléversement sur un navigateur web,
vous pouvez soit glisser ou déposer les fichiers ou cliquer sur l'option de sélection des fichiers pour utiliser l'option de navigation et trouver les fichiers que vous voulez téléverser. Après la soumission de votre jeu de données, vous allez recevoir un courriel de confirmation et puis notre équipe de curation, donc moi et mes 3 collègues, soit moi ou mes 3 collègues, on va faire notre examen interne et puis je vais en parler un peu dans un instant, un peu plus. On assigne à votre jeu de données un DOI, un DOI, au très début de votre soumission et il est réservé pour vous. Donc, et puis, vous pouvez le voir tout de suite sur votre tableau de bord dans votre compte de DFDR. Bien que vous puissiez partager le DOI tout de suite, il ne sera pas activé ou lié à votre page d'accueil jusqu'après l'approbation par l'équipe de curation. Et puis, quand on dit l'approbation, je veux dire la publication de votre jeu de données. Nous vous recommandons donc de ne pas diffuser massivement votre DOI avant que votre jeu de données soit conforme à nos conditions et prêt pour la publication. Pour les besoins urgents d'un DOI lié à la production de manuscrits, par exemple, pour les soumissions aux journaux, vous pouvez nous contacter pour un examen préliminaire et puis on va pouvoir vous donner peut-être un service plus rapide. Donc, je veux maintenant parler de l'étape qui suit la publication de votre jeu de données. Les nouveaux dépôts dans la DFDR font l'objet d'un processus d'évaluation interne qu'on appelle la curation. Ce processus ajoute de la valeur aux données et optimise ces dernières pour l'utilisation actuelle ainsi que la découverte et la réutilisation dans l'avenir. Au DFDR, la curation a souvent lieu vers la fin du projet de recherche. Lorsque vous êtes prête ou prêt à partager vos données et si vous avez pour but d'aider à la préparation des données en vue de leur publication et possiblement pour la préservation à long terme. Donc, chaque dépôt est examiné par un membre de notre équipe de curation à partir d'un processus pas mal standard. On ne fera pas la vérification pour l'exactitude ou la véracité des données soumises. Non, par contre, on peut veiller à ce que votre jeu de données soit conforme à nos conditions d'utilisation et nous pourrions faire des recommandations visant à améliorer sa réparabilité, son accessibilité et sa réutilisabilité. Ça fait partie de notre travail en curation. Et nous cherchons aussi à trouver les sensibilités potentielles dans les données et nous offrons de l'encadrement dans des domaines comme la création de documents, la bonne attribution aux sources de données de tiers, les licences, nommer les fichiers, le type des formats des fichiers, aussi pour décider, favoriser la préservation de fichiers et ainsi de suite. L'équipe de curation du DFDR met à contribution l'expertise de notre équipe et nous comptons aussi sur l'expertise des déposants et déposantes. On peut suggérer ou recommander des changements, mais ils doivent être approuvés par le déposant ou la déposante et leur mise en œuvre se fait avec notre collaboration étroite. Les chercheurs et les chercheuses ont l'option d'utiliser notre fonction de partage privé à des fins d'évaluation par les pairs pour pouvoir partager les données avec une rédactrice ou un rédacteur en chef ou des collègues avant sa publication. Cette fonction peut être utilisée après l'examen interne de notre équipe. Le processus de curation prend normalement 2 à 5 jours ouvrables et puis c'est en fonction de la taille et de la complexité du jeu de données. Une fois que vous avez donné suite à nos recommandations et vous avez apporté les changements requis à votre jeu de données, on va pouvoir approuver et publier
votre jeu de données sur le DFDR et puis ça va enregistrer ensuite le DOI et il sera ensuite actif. Si vous avez choisi d'utiliser l'option d'évaluation externe, vous pouvez aussi générer des liens avec les évaluatrices et évaluateurs que vous allez pouvoir partager. Si vous avez décidé de ne pas utiliser l'évaluation des pairs ou si vous n'avez pas fait d'embargo temporaire, vos fichiers de données seront immédiatement disponibles pour le téléchargement sur le site Web. Et puis, les métadonnées vont être tout de suite indexées pour la découverte dans Lunaris. Si vous avez synchronisé votre compte DFDR à votre profil ORCID, le DFDR transférera votre citation de données envers votre liste de publications sur ORCID. Et puis, je tiens à mentionner aussi la page d'accueil de vos données comprend aussi une citation recommandée. Donc, on vous encourage à citer vos données dans toutes les publications connexes et à relier ces derniers à vos données provenant de tous les résultats de recherche connexes. Chaque DOI enregistré mène à une page d'accueil de jeux de données dans le DFDR. Ils sont comprises de données, métadonnées descriptives ajoutées durant le processus de soumission qui contextualisent le dépôt et puis facilitent sa découverte. Les utilisatrices et utilisateurs finaux peuvent consulter l'ensemble des fichiers avant de télécharger les données, soit sur un navigateur web ou par Globus, sur un ordinateur ou un serveur externe. Le DFDR joint un fichier licence.txt à chaque jeu de données qui correspond à la licence choisie lors de votre soumission. Finalement, je souligne que nous suivons le nombre de vues et de téléchargements aux fins statistiques. Et puis, vous aussi, vous pouvez consulter ces données en cliquant voir les statistiques en bas de la page. Le DFDR continue d'administrer votre jeu de données après la publication. Nous fournissons un dépôt de stockage pour toutes les données déposées dans le DFDR. Ce dernier assure la préservation à l'échelle des bits pour tous les dépôts de données, notamment la somme de contrôle, la validation de format de fichiers et la répartition du stockage et la sauvegarde. Des jeux de données choisis sont traités de façon plus approfondie dans un logiciel qu'on nomme Archivematica pour pouvoir créer des paquets d'informations archivées appropriées pour la préservation à long terme. C'est un processus de sélection qui commence durant le dépôt et la curation. Les déposantes et les déposants peuvent participer à l'évaluation s'ils veulent que leurs données soient préservées à long terme. L'équipe de curation collabore avec les déposants et déposantes pour veiller à ce que les bons documents permettant de comprendre les données soient présents et que ces données qui sont liées aux résultats connexes, savants connexes. L'équipe vérifie aussi l'intégrité des fichiers et s'assure que le format de ces derniers soit ouvert et courant. Le processus de la préservation, c'est un processus actif et continu. L'objectif est d'assurer l'accessibilité des données à long terme. Qu'est-ce qui arrive après la publication? Même si le DFDR ou un autre dépôt a publié vos données et a accepté la responsabilité de stocker et de les gérer, vous en demeurez tout de même responsable. C'est important à noter, peu importe où elles sont stockées. Ils sont toujours vos données. Le transfert de l'administration ou la conservation à long terme d'une copie de vos données ne vous enlève normalement pas vos droits et ne vous dégage pas non plus de la responsabilité en matière de contenu publié. Vous restez la créatrice ou le créateur reconnu et crédité du jeu de données, en plus qu'être la personne ressource qui répond aux questions. Vous pouvez réutiliser vos propres données dans d'autres projets et vous pouvez versionner même votre jeu au besoin si vous avez une nouvelle version.
Toutefois, une fois que votre jeu est publié, il fera partie de la documentation savante. Tous les changements, donc, ensuite, doivent être faits de manière transparente et pour que le jeu original demeure accessible. Donc, j'espère que c'était un survol pas trop intimidant. On est là pour vous accompagner, l'équipe de curation avec l'Alliance. On vous recommande de communiquer avec votre bibliothèque assez tôt si vous souhaitez obtenir de l'encadrement avec votre plan. C'est une belle ressource, votre bibliothèque, comme vous le savez sûrement. La préparation, par exemple, d'un plan de gestion de données vous aidera beaucoup à penser aux normes, au format des fichiers, etc. On vous invite aussi de communiquer avec nous avant de faire le dépôt si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir de vous guider. Et puis, il y a aussi quelques éléments ici sur les fonctionnalités à venir. Je vais partager le lien PDF de mes diapositives. Donc, maintenant, j'aimerais présenter Jonathan Doherty qui va finir avec sa présentation de Borealis. Jonathan? Comme Lina a dit, je m'appelle Jonathan Doré, je suis conseiller à la gestion des données de recherche à l'INRS, à l'ENAP et à la TELUC. Donc, je suis basé à Montréal. Montréal, qui est la région métropolitaine de Montréal, donc terre traditionnelle de la nation Kanien'kehá:ka, la nation Mohawk. Puis j'aime toujours saluer les communautés de Kanawaki, Akwesasne et Kanesatake qui sont situées dans le pourtour de la région. Aujourd'hui, on va parler de Borealis. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de recoupements entre Borealis et entre le dépôt fédéré des données de recherche. Les principes restent les mêmes. Ce sont deux dépôts de données de recherche. Les fonctions sont un tout petit peu différentes dans le cas de Borealis, puis le processus de déposer et de faire la curation est aussi un peu différent. Donc, je vais insister plus sur les différences aujourd'hui pour vous permettre de distinguer les deux plateformes. Donc, Borealis, ce que c'est une plateforme de dépôt de données de recherche qui est elle aussi basée au Canada. C'est une plateforme qui se base sur le logiciel Dataverse qui a été développé à l'Université Harvard aux États-Unis. L'instance canadienne est située aux bibliothèques de l'Université de Toronto. C'est hébergé par un organisme qui s'appelle Scholars Portal en Ontario. Tout ce qui est déposé dans Borealis est donc déposé sur des serveurs au Canada et c'est sur l'infrastructure de l'OLRC, le Ontario Library Research Cloud, que les données sont stockées. La plateforme fait également ou permet également deux options intéressantes. La première, c'est la connexion unique institutionnelle grâce à la Fédération canadienne d'accès. C'est le même genre de connexion unique que vous allez voir généralement en bibliothèque, soit avec des bases de données, des catalogues, ou même dans certaines universités, carrément avec une connexion unique pour les comptes de courriel et les différents systèmes administratifs. L'autre élément qui est intéressant avec Borealis, c'est l'indexation qui se fait dans d'autres plateformes, notamment Lunaris, que Lina vient de présenter, mais aussi DataSite, Google Dataset Search, une autre plateforme européenne, OpenAIRE, AIRE, qui est basée en Europe. Borealis, c'est quoi? C'est essentiellement un service pan-canadien. Donc, il y a actuellement 70 établissements postsecondaires, universitaires et collégiaux principalement, un peu partout au Canada. Dans les prochains mois, on va commencer à accueillir un peu plus de collèges et aussi un peu plus de cégep au Québec. Mais il y aura également d'autres universités qui vont tranquillement se joindre. On a la grande majorité des universités au Canada actuellement. Borealis, c'est aussi, pour le moment, plus de 19 000 ensembles de données. Donc, sans faire de comparaison avec le dépôt fédéré, il y en a plus parce que Borealis, qui s'appelait auparavant le Dataverse de Scholars Portal, existe depuis plus longtemps. Donc, la plateforme a quelques années de plus, donc un nombre d'ensembles de données publiées plus grand. Donc, pour le moment, un peu plus de 19 000. On parle de 360 000 fichiers et plus qui sont téléversés dans la plateforme. Et depuis le lancement de la plateforme en 2012, on compte un peu plus de 16 millions de téléchargements, donc téléchargements individuels de fichiers.
On voit sur le tableau que la progression au niveau des dépôts et de l'utilisation de Borealis s'est accrue. Il y a eu comme deux grandes périodes. Donc, le lancement s'est fait tranquillement. Au début de 2020, on était à l'époque des premières discussions sur la politique de gestion des données de recherche des trois organismes subventionnaires fédéraux. Cette politique-là a été lancée en 2021 et à partir de là, on voit vraiment une croissance assez exponentielle du nombre de dépôts. À la fois des exigences au niveau des programmes de subvention, mais de plus en plus d'exigences de revues scientifiques, de publications scientifiques qui demandent que les données de recherche soient également publiées, soit pour réviser les manuscrits ou tout simplement pour accompagner les manuscrits qui sont publiés. Donc, ce chiffre-là augmente d'année en année, va continuer d'augmenter, avec notamment les prochaines exigences de dépôt, là, ce qui vont se systématiser à partir du printemps au niveau des organismes canadiens. Pourquoi verser ces données dans un dépôt? Ben, Lina a déjà mentionné quelques raisons. On fait souvent la différence entre déposer des données dans un dépôt de données ou donc dans une structure formelle qui existe par rapport à donner accès à des données sur demande qui cause un problème de découvrabilité. On ne sait pas toujours à qui s'adresser, on ne sait pas dans quel contexte on va utiliser les données de recherche. Le partage de données est aussi problématique quand on parle de mécanismes de transfert. Donc, un mécanisme de transfert par courriel n'est pas nécessairement sécuritaire, alors que des plateformes sont en arrière-plan plus sécuritaires, même si on parle de données qui sont publiées et accessibles au grand public. Il y a toute la question des licences et des citations. Donc, on a des mécanismes dans les plateformes qui existent, que ce soit le dépôt fédéré ou Borealis, qui permettent d'assortir des licences, des conditions d'utilisation à nos ensembles de données. Il y a une étude qui a été faite en 2022 qui montre que près de 90% des demandes d'accès aux données de recherche sont soit ignorées, soit refusées. Et donc, sur le 10% qui reste, il n'y a que 7% des demandes qui sont réellement répondues. Et donc, c'est 7% de toutes les demandes qui finissent par avoir accès aux données de recherche. C'est un processus qui est compliqué. Ce sont les chercheurs et chercheuses, ce sont des personnes qui sont très occupées, qui n'ont pas nécessairement le temps de répondre à des courriels, d'évaluer les demandes d'accès. Et donc, en passant par une plateforme, quand c'est déjà préparé, on est en mesure de partager sans même qu'on ait à intervenir. L'autre élément, c'est le partage sur les sites web personnels qui est problématique. Les sites web personnels ne sont jamais permanents. On parle d'une technologie qui est éphémère. Si on change un lien, l'URL va se briser. Si on change de nom de domaine, l'URL va se briser. Quand on fait des modifications, on perd généralement accès à de l'information qui est là. Donc, les plateformes comme Borealis sont là pour soutenir des principes FAIR, principes pour rendre les données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Donc, c'est des plateformes qui sont vraiment conçues pour ça et pour faciliter tout le travail de découverte, le travail d'indexation, le travail de description et ainsi de suite. Borealis a plusieurs fonctions. Borealis, à la base, c'est une infrastructure nationale, au même titre que le dépôt fédéré, à la différence que plutôt qu'avoir des gens centralisés qui font la curation, donc les agents et agentes de curation du dépôt fédéré, le service est délocalisé dans chaque université qui participe au service. Donc, actuellement, dans tous les 70 établissements qui ont une collection institutionnelle dans Borealis, il y a quelqu'un localement qui est là pour vous aider avec le dépôt, la curation, la préparation des données, la description et ainsi de suite. Donc, on parle vraiment d'une infrastructure nationale, mais d'un service de soutien local. Et c'est cette personne-là qui va pouvoir vous aider, comme Lina expliquait tout à l'heure, avec la préparation des données, mais aussi les plans de gestion de données, toutes les questions de GDR généralement. Borealis fonctionne avec un principe de contenant. Donc, tout ce qui se trouve dans Borealis se trouve dans un de deux types de contenants. Le premier contenant, ce sont les collections. Donc, à la base, chaque université, chaque collège, chaque établissement a une collection institutionnelle dans laquelle se trouvent soit les sous-collections des chercheurs, chercheuses, des groupes de recherche, des laboratoires ou carrément des ensembles de données. Donc, une collection, c'est quoi? C'est un contenant qui va contenir soit des sous-collections, soit des ensembles de données. Vous pouvez assortir des autorisations d'accès, des permissions, des configurations, tout ça. Chaque collection institutionnelle est gérée localement avec des principes et des politiques un peu différentes.
La collection Racine de Borealis va contenir les collections de toutes les universités et établissements collégiaux participants. Et si vous arrivez sur la page principale, ben, vous allez avoir accès à l'intégralité des ensembles de données, des fichiers, et ainsi de suite. Dans les collections institutionnelles, c'est là où vous allez trouver de l'information pour les personnes ressources qui peuvent vous aider localement, mais aussi tous les ensembles de données qui sont déposés dans les collections institutionnelles. Les sous-collections, ce sont des sous-collections que l'on va pouvoir créer dans certains établissements pour des membres individuels du corps professoral, les équipes de recherche, et on pourra leur donner encore là des autorisations plus ou moins précises. Dans le cas de l'INRS, les chercheurs et chercheuses peuvent déposer et publier eux-mêmes leurs ensembles de données. Dans d'autres universités, ça va être plutôt quelqu'un de la bibliothèque qui va publier pour ces personnes-là. On a aussi des collections affiliées. Donc, si votre établissement héberge une revue, un groupe de recherche qui est interinstitutionnel, c'est possible de négocier des ententes pour que cette collection-là soit sortie de votre université pour représenter le caractère multi-institutionnel du groupe. Il y a quelques exemples dans la plateforme actuellement. L'autre type de contenant, j'ai parlé de collection, l'autre type de contenant, ce sont les ensembles de données. C'est ce c'est ce qu'on va créer quand on veut déposer des fichiers de données. Donc, les ensembles de données vont contenir les fichiers de données que vous allez déposer dans la plateforme, toute la documentation qui vient avec les fichiers de données pour comprendre les fichiers de données. Donc, par exemple, des fichiers lisez-moi, des dictionnaires de données, de la documentation, et ainsi de suite. Si vous avez du code informatique, on peut les mettre dans la plateforme ou on peut aussi faire un lien vers des plateformes externes, par exemple GitHub, OSF et d'autres. Et chaque ensemble de données a des métadonnées descriptives et est assorti d'un DOI, un identifiant numérique unique. Donc, chaque ensemble de données va avoir différents types de fichiers à l'intérieur. La plateforme accepte tous les types de fichiers sans restriction. On peut faire un téléversement ou un téléchargement jusqu'à 5 gigaoctets pour un fichier ou une archive zip qui va contenir plusieurs fichiers tant qu'elle ne dépasse pas le 5 gigaoctets. Et on peut téléverser à la fois 1000 fichiers. Encore là, si vous mettez tout ça dans un fichier zip, ça va faire un fichier à télécharger. Et au niveau de la décompression, il y aura les 1000 fichiers au bon endroit. Il y a des sommes de contrôle qui sont calculées pour assurer la préservation et il y a des possibilités d'étiquetage, que ce soit au niveau des types de fichiers que vous déposez ou même dans le processus de curation pour bien identifier tout ça. Je parlais de métadonnées. Borealis permet différents types de métadonnées. Donc, le bloc de métadonnées de référence bibliographique, c'est le bloc obligatoire par défaut. Évidemment, ce n'est pas tous les champs à ce bloc-là qui sont obligatoires, mais il y a d'autres possibilités de métadonnées géospatiales liées à l'astronomie, aux sciences de la vie, des métadonnées liées aux revues, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et tout ça, évidemment, c'est interopérable avec d'autres schémas qui existent, par exemple Dublin Core, DDI, JSON, et ainsi de suite. Tout comme dans le dépôt fédéré, vous avez une section qui va vous donner une citation de base que vous pouvez télécharger ou tout simplement copier. Cette citation-là va avoir tout le nom de toutes les personnes qui ont contribué à la création de l'ensemble de données, le lien unique de cet ensemble de données-là avec le titre que vous lui avez assorti. C'est une pratique qu'on recommande pour vraiment vous donner le crédit sur vos projets de recherche et si vous incitez les gens à citer vos ensembles de données, ça vous donne également une certaine notoriété là, dans votre domaine que vous avez probablement déjà si vous êtes chercheur. Au niveau des autorisations, c'est une plateforme qui permet des autorisations à 3 niveaux, donc au niveau des collections, au niveau des ensembles de données, mais aussi au niveau des fichiers. Vous pouvez restreindre l'accès à certains fichiers et dans certains cas, vous pouvez donner un accès à certains fichiers précis à certaines personnes. Il y a la possibilité donc de créer des restrictions d'accès, chose que je recommande quand on parle de données de type plus qualitatif ou de données qui sont collectées dans le cadre d'un projet d'études qui a obtenu une demande de certification éthique, par exemple. Et on a aussi la possibilité de configurer des embargos pour que, de façon temporaire, l'accès aux données soit limité si vous devez publier ou s'il y a des partenaires industriels qui voudraient faire une commercialisation, par exemple. La plateforme permet le versionnage. Donc, chaque fois qu'il y a une modification qui est apportée soit au fichier de données, soit aux métadonnées, Borealis garde cette trace-là et vous pouvez ensuite comparer les différentes versions et voir quelles sont les différences qui ont été apportées. Tout ça pour assurer un peu l'intégralité et l'intégrité de
données de recherche. Chaque ensemble de données est lié à une licence d'utilisation. On vous recommande d'utiliser les licences Creative Commons qui sont à même la plateforme. Vous avez également la possibilité de rajouter des licences locales que vous pouvez développer vous-même ou on vous recommande de développer en partenariat avec le service juridique ou si vous avez un service de partenariat ou de valorisation de la recherche, ces gens-là vont être un peu plus à même de vous proposer quelque chose quand vous voulez une licence personnalisée. Les URL privées, un peu comme la fonction qui se trouve dans le DFDR, vous permet de partager un ensemble de données aux fins d'évaluation par les pairs et il y a un mécanisme similaire à celui-là qui vous permet de faire la même chose de façon anonyme. Donc, on va tout simplement copier votre ensemble de données dans un contenant anonyme et vous donner accès à ces données-là de façon anonyme et de façon privée sans que l'ensemble des données ait été publié. Si vous ne voulez pas publier des données de recherche avant d'avoir publié ou qu'un article a déjà été accepté pour publication, bien évidemment. La plateforme permet différents types d'aperçus de fichiers, donc vous n'avez pas besoin de tout télécharger. La plateforme crée des aperçus pour différents types de fichiers, donc vous avez une liste à l'écran, que ce soit des formats textuels, audio, vidéo, des formats statistiques, des formats géospatiaux, et ainsi de suite. Et plus on va décrire des coordonnées géospatiales dans Borealis, plus dans Lunaris ou dans d'autres plateformes, on va être capable de faire de la recherche géographique sur une carte, un peu comme l'exemple que vous avez à l'écran ici. Borealis offre aussi un outil d'exploration des données et un outil de curation de données, donc qui va vous permettre, dans des fichiers tabulaires, d'aller faire une analyse plus fine à l'intérieur des fichiers, donc que ce soit des fichiers Excel, CSV, TSV et ainsi de suite. Cet outil-là va vous permettre de faire une vue graphique ou une vue par table, de faire des tableaux croisés, de faire différents référencements. Et ces outils-là ont été développés par le reste de l'équipe de Borealis. Il y a aussi un dépôt de démonstration qui n'exige pas de comptes spéciaux. Donc, vous pouvez aller sur le site de démonstration, donc demo.borealisdata.ca. Vous créez votre propre compte et vous allez pouvoir essayer la plateforme, voir qu'est-ce que ça implique de créer des collections, des ensembles de données, de les partager, ainsi de suite. C'est une copie miroir, mais ce qui se trouve sur la plateforme réelle ne se retrouve pas dans la plateforme de démonstration. Donc, ce n'est pas une copie en temps réel, c'est une copie au niveau des fonctions, pas du contenu. Il y a différentes nouveautés et développements qui s'en viennent, notamment un meilleur contrôle par API pour certaines tâches qui vont être un peu mieux documentées dans les prochains mois et qui vont vous permettre de faire des choses que l'interface graphique ne permet pas de faire ou ne permet pas encore de faire. Donc, il va y avoir un meilleur travail de description de ces tâches-là par API. Une intégration de GitHub qui va vous permettre facilement de transférer le code qui se trouve dans GitHub vers Dataverse et ainsi de suite. Donc, si vous voulez faire une copie de votre code dans GitHub vers votre collection Dataverse, vous allez être capable de le faire. Et dans les développements, il y a un projet de dépôt de données sensibles, ce qui consiste à développer une infrastructure qui va être sécuritaire pour déposer des données sensibles, donc avec renseignements personnels, et de partager ces informations-là de façon sécuritaire et qui respecte les lois. Actuellement, au Canada, il n'y a pas de dépôt de données de recherche pour les renseignements personnels et pour les renseignements sensibles. Donc, c'est quelque chose qui va permettre de combler cette lacune-là. Et je pense que le DFDR est aussi partenaire de cette initiative-là qui relève aussi de l'Alliance. Et dernier développement, c'est téléchargement et téléversement de fichiers volumineux. Actuellement, on est limité à 5 gigaoctets dans Borealis. On aimerait aller vers un peu plus grand en termes de taille et déposer plus de fichiers en même temps. Le dépôt fédéré va quand même rester la référence pour tout ce qui est ensemble de données qui sont beaucoup plus volumineux que 5 gigaoctets. Donc, si vous avez un grand besoin de partage, on continue de recommander le dépôt fédéré plutôt que Borealis. Si vous avez des ensembles de données ou des fichiers de données qui sont plus petits, Borealis est adapté à cette réalité-là. Je ne vais pas passer à travers tout ça, mais vous avez, je vais aussi partager les diapositives, mais vous avez toute la politique et la documentation de Borealis, donc les conditions d'utilisation, l'énoncé de confidentialité, l'infrastructure technologique, le plan de préservation. Et il y a évidemment d'autres ressources, notamment le guide d'utilisation, un guide avancé qui est en anglais, donc c'est le guide de l'Université Harvard. Le groupe Dataverse Nord a créé un guide sur les pratiques exemplaires pour la description des métadonnées.
Donc, vous allez avoir les liens. Et il y a différents outils, soit techniques ou promotionnels, que vous pourrez regarder si vous le voulez bien. Si vous avez des questions ou des commentaires sur la plateforme, on vous encourage à passer par l'option Contact sur la page principale. Si vous avez des questions sur le dépôt, sur la curation, sur les pratiques dans vos établissements, on vous encourage à passer par l'option Partenaire à partir de la page principale et trouver les coordonnées localement. En cas de doute, vous pouvez toujours passer par nous à Borealis, puis on va vous aiguiller et vous pointer vers la bonne personne. Donc, je vais m'arrêter ici, puis on peut prendre vos questions maintenant. Je vais vous souhaiter un bel après-midi.